Le 26 février 2024, ça fera 3 ans jour pour jour que Pablo Longoria est devenu président de l'Olympique de Marseille et quasiment 4 ans qu'il a intégré le club pour être d'abord directeur du football. À son arrivée, l'ambition c'était de stabiliser le club sur le plan économique avec l'objectif d'être durablement dans le top 20 européen en se montrant de plus en plus ambitieux au fil des saisons. Dans cette vidéo, on va faire un point complet sur le projet Longoria en se demandant où on en est, en revenant sur ses réussites et ses échecs, puis en faisant un point sur ce qu'on peut attendre pour la suite. De votre côté, avez-vous toujours confiance en Pablo Longoria pour ramener le club à la place à laquelle il mérite d'être, ou à l'inverse, est-ce que vous avez des doutes? Dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont les réussites et les échecs de Pablo Longoria selon vous. Alors pour commencer cette analyse complète du projet Longoria, on va d'abord parler du volet économique parce que c'est certainement le chantier le plus important qu'il attendait à son arrivée. Au moment où il devient le directeur du football, il doit composer avec les erreurs de la direction précédente qui n'avait pas utilisé à bon escient les premiers investissements de Frank McCourt. On pense bien sûr aux gros salaires de Strootman, Mitroglou et Germain qui ont plombé les finances du club pour peu de résultats sur le terrain. Par conséquent, on avait moins de marge de manœuvre sur le marché et Longoria a dû composer avec ces contraintes-là pour lancer son projet. Il a tenté de limiter la casse en les prêtant pour économiser une partie du salaire jusqu'à ce qu'ils partent libres. Pour reconstruire l'effectif, il a beaucoup utilisé les prêts avec option d'achat pour décaler les paiements, des investissements liés à l'amortissement du transfert sur la durée du contrat pour composer avec les contraintes de la DNCG, mais c'est aussi une situation financière qui devait s'améliorer par le biais des qualifs en LDC grâce à l'argent que ça rapporte. Longoria a réussi à améliorer l'effectif malgré des moyens limités en étant inventif et grâce aussi à un réseau bien plus étendu que celui d'Andoni Zubizarreta. On pense notamment à la connexion avec Arsenal et la Roma, plus récemment on a fait 2 opérations avec l'Atlético Madrid aussi, ça contraste nettement avec la direction précédente mais l'objectif c'était d'améliorer l'effectif chaque année pour être de plus en plus ambitieux et finalement cette saison 2023-2024 remet pas mal de choses en question mais on en parlera un peu plus tard. Sur le volet économique, la situation s'est améliorée par le biais de plusieurs facteurs. Le vélodrome est quasiment toujours plein à quelques rares exceptions près. Pour les sponsors maillots, les contrats sont de plus en plus importants avec d'abord Cazoo pour succéder à Uber Eats, même si ça aurait été très court, puis la CMA-CGM depuis juillet 2023. C'est un partenariat intéressant par l'aspect financier, mais aussi parce que c'est un acteur local, et à ce niveau-là, la direction se dirige vers des partenariats locaux et nationaux. On pense au partenariat avec Joule et son label d'or et de platine qui rayonne à Marseille et bien sûr à l'échelle nationale. Récemment, la boisson énergisante Oli a rejoint les autres partenaires, et il y en a beaucoup. Puma comme équipementier, Randstad, Boulanger, Parion Sport, Orange, Sublime Côte d'Ivoire, CB, Coca-Cola, Intersport, Honnête, Augueux, IAFC et également Sorar. Les revenus publicitaires ont bien augmenté entre 2021 et 2022 en passant de 28 millions à 55 millions d'euros. À l'arrivée de Longoria, le déficit était de 97 millions d'euros. En 2021, il était passé à 76 millions, puis à 31 millions en 2022. C'est nettement mieux, mais l'objectif reste d'arriver à l'équilibre. On mise beaucoup sur les qualifs en LDC, on pourra pas compter là-dessus pour la saison 2023-2024 après l'échec face au Pana, et ça reste très incertain pour une qualification en LDC en fin de saison. Forcément, ça oblige à revoir les ambitions à la baisse puisque l'Europa League n'est pas aussi lucrative. Cela dit, Longoria a expliqué dans son entretien pour SoFoot que la direction était autosuffisante et qu'il n'avait plus demandé un euro à McCourt sur les 2 dernières années. Il expliquait aussi en conférence de presse que le club avait la trésorerie pour faire des opérations, ça s'est amélioré au fil des années et ça a permis à la direction d'augmenter la masse salariale par moment et de faire quelques investissements, mais on reste assez dépendant des qualifs en Ligue des Champions. Cette année, la direction a dû présenter un budget révisé à la DNCG, l'instance contrôle la masse salariale puisque certains joueurs avaient un gros salaire qui nécessitait de jouer la Ligue des Champions. Ça n'a finalement pas été le cas, mais la direction s'était couverte en indexant les salaires de certains joueurs sur une participation ou non à la LDC. Ça a limité le problème potentiel. A priori, l'encadrement de la masse salariale par la DNCG n'est pas une sanction. On a pu recruter cet hiver, mais on a aussi enregistré les départs de Malinowski et de Renan Lodi qui touchaient un gros salaire. Même chose pour Vitinha puisque le Genoa prend en charge la totalité du salaire sur les 6 prochains mois. Ça a dû plaire à la DNCG, mais à côté de ça, ils auraient posé leur veto pour l'arrivée de Celik ou Assignon en fin de mercato, même si de toute façon ça supposait un départ de clause qui n'a pas eu lieu. Il y a aussi un autre élément qui a amélioré la situation économique, CVC a permis de faire rentrer 90 millions dans les caisses et c'était très important pour faire face aux pertes liées au Covid. Longoria a expliqué pour SoFoot que c'était pas bien négocié et qu'on aurait pu prétendre à mieux, mais les clubs français étaient très inquiets par rapport à leur situation financière et ont finalement décidé de signer cet accord-là. Sportivement, si on veut faire un petit bilan, on était dans une situation compliquée au moment du départ de Villas-Boas, dans une dynamique très inquiétante, mais l'arrivée de Sampaoli a permis
permis d'aller chercher la qualif en Europa League à la fin de saison 2020-2021. Villas-Boas a souvent parlé de la fameuse année 0 où il fallait tout reconstruire, et la saison 2021-2022 nous a permis d'avoir des revenus européens et d'être attractifs sur le mercato parce qu'on allait jouer l'Europa League. Ça a permis de poser les bases de la saison suivante pour se qualifier en LDC au terme d'un match rempli d'émotions face à Strasbourg, une campagne européenne qui a basculé en quelques minutes face à Tottenham alors qu'on était à une tête de Kolasinac de finir premier, mais au final on a tout perdu dans les dernières minutes en terminant 4ème. Sans Coupe d'Europe en deuxième partie de saison, l'objectif c'était de finir 2ème pour se qualifier directement en LDC, mais l'équipe s'est écroulée et on termine finalement 3ème derrière Lens. Conséquence directe, on doit passer par la case barrage qui pompe de l'énergie et qui rend la qualification très incertaine. La suite on la connaît, éliminé face au Pana et reversé en Europa League. On a fait une belle phase de groupe même si ça bascule face à Brighton et que ça nous oblige à passer par les 16ème de finale. Maintenant l'objectif c'est de bien figurer en Europa et surtout d'aller chercher une place européenne en fin de saison, mais la dynamique est très inquiétante, c'est plus qu'incertain à l'heure actuelle même si c'est encore possible mathématiquement. La qualif en LDC est essentielle pour le projet parce que ça amène des revenus très importants. Sportivement on se frotte aux meilleures équipes européennes, c'est censé faire grandir le club et habituer l'équipe aux grands matchs, mais sans stabilité c'est très compliqué d'avoir de la continuité dans les résultats, mais on y reviendra un peu plus tard. Sportivement on reste sur 2 podiums d'affilée, c'est loin d'être mauvais bien sûr mais on n'est jamais pleinement convaincant. Ça s'est joué en quelques minutes face à Strasbourg grâce aux résultats de Lens. La saison dernière, on pouvait prétendre à la 2ème place, mais on s'écroule sur la 2ème partie de saison en perdant les matchs décisifs. Cette saison s'annonce compliquée et forcément ça pose des questions parce qu'on change tout chaque saison. Depuis que Longoria est à la tête du club, on a vécu des émotions positives. Le match face à Strasbourg justement, la victoire face au PSG en Coupe de France, mais à côté il y a des moments beaucoup moins positifs. L'élimination face à Annecy, contre Canet en Roussillon aussi, le match face à Tottenham, la demi-finale face à Feyenoord, et bien sûr l'élimination face au Pana l'été dernier, ça fait quand même beaucoup d'émotions négatives en très peu de temps. Là où on s'interroge, c'est sur l'instabilité et le cruel manque de continuité au sein du club. Depuis que Longoria est arrivé, on a eu 5 coachs différents, AVB, Sampaoli, Tudor, Marcelino et maintenant Gattuso. Si on veut être précis, on peut même ajouter Nasser Larguet et Pancho Abardonado. Sampaoli n'est resté qu'1 an et demi, Tudor une saison dans un contexte compliqué, Marcelino ça a été un passage éclair et Gattuso ne sera sans doute pas le coach qui va s'inscrire sur la durée. Dans SoFoot, Longoria expliquait que les départs de Sampa, Tudor et Marcelino n'étaient pas souhaités, mais quoi qu'il en soit, cette instabilité pose beaucoup de problèmes. On n'a pas de continuité dans les systèmes, dans le style de jeu, avec des coachs qui sont aux antipodes les uns des autres, ça oblige à tout recommencer et ça nous permet pas de construire un projet à moyen terme. Longoria adapte l'effectif aux besoins du coach en place, et quand il part, il faut se séparer des joueurs qu'il a fait venir et qui ne sont plus adaptés au système du nouveau coach. On pense à Luan Pérez, Gerson, Malinowski, Kolasinac, Guendouzi qui jouait beaucoup moins sous Tudor, Sanchez qui apparemment voulait rester mais Marcelino préférait Aubameyang pour son système. De son propre aveu, Longoria expliquait qu'il avait commis une erreur au départ de Tudor en sous-estimant les conséquences du passage de son jeu à celui de Marcelino. Le début de saison l'a très bien illustré, et après son départ, Gattuso n'avait pas non plus un effectif adapté au jeu qu'il voulait proposer, donc on retourne au point de départ et on fait venir des joueurs pour lui. Après effectivement on peut pas lui mettre tous les départs sur le dos, ça vient de différentes raisons. On pense à Tudor qui a été sifflé pour son premier match et son départ était également demandé par certains en interne comme l'expliquait Longoria lui-même, même si derrière faut quand même avouer que sa fin de saison est vraiment honteuse. Marcelino ça vient de la Réunion dont il n'a pas aimé le climat alors même qu'il n'était pas la cible principale des critiques à ce moment-là. Pour Sampaoli apparemment c'est lié aux joueurs nécessaires à son système qui supposait des investissements que la direction ne pouvait pas faire. Dans ces 3 cas il faut s'adapter en trouvant un nouveau coach et donc par conséquent trouver des joueurs pour s'intégrer à son système. On a besoin d'avoir un projet au moins à moyen terme, sans chambouler tout l'effectif à chaque fois, mais y apporter une valeur ajoutée chaque saison. Ça permettra à l'équipe de prendre des repères et de peaufiner les détails parce qu'encore une fois, si Gattuso quitte le club en fin de saison, il faudra que le prochain coach reprenne tout de zéro. Longoria semble se diriger vers des coachs qui jouent en transition, un style de jeu qui correspond bien à la Ligue 1 d'après lui, à voir maintenant de quoi l'avenir sera fait à ce niveau-là. Dans un sens plus positif maintenant, l'instabilité des joueurs montre aussi que Longoria sait limiter la casse. On pense à Vitinha pour qui une solution intéressante a été trouvée même s'il reviendra peut-être à Marseille en fin de saison, Luis Suarez qui est parti pour la même somme qu'à son arrivée, Gerson qui voulait retourner au Brésil et qui n'était pas très adapté au jeu de Tudor. On fait pas de plus-value mais on perd pas trop d'argent dans l'histoire non plus. Après il y a des erreurs de casting mais la plupart n'ont pas été trop négatives pour nos finances. Cuisance et Encham en font partie mais c'était des prêts donc pas vraiment risqués, 6 mois plus tard ils étaient plus là. Même chose pour Caboret, Tavares ou Bailly qui étaient trop souvent blessés pour être définitivement transférés. D'autres erreurs de casting ont eu plus de conséquences et en ont d'ailleurs toujours. La prolongation d'Amavi qui est une catastrophe économique, Lirola qui n'a jamais montré à nouveau son niveau de jeu des 6 premiers mois, Conrad qui lui n'est pas un gros poids financier mais qui n'a jamais confirmé les promesses placées en lui.
Parmi les réussites, on peut citer Verretou qui est l'un des meilleurs Olympiens cette saison, Sanchez qui a été très bon l'an dernier, Jonathan Klaus malgré la polémique récente en fait largement partie aussi, Pau Lopez a montré du bon et du moins bon mais ça reste une recrue plutôt fiable dans l'ensemble, Chancel Mbemba qui est sans doute l'une des meilleures recrues, Harit qui donne satisfaction et également Guendouzi et Hunder qui n'ont pas coûté très cher, qui ont été bons au club et qui ont rapporté de l'argent en partant à 2 ans de la fin de leur contrat. Le mercato de cet été ne donne pas satisfaction jusqu'à présent avec très peu de joueurs qui s'en sortent très bien, mais on pourra faire le bilan quand la saison sera terminée en espérant que les joueurs nous fassent mentir d'ici là, mais aujourd'hui difficile d'être optimiste, en tout cas on parlera des joueurs plus particulièrement dans une vidéo qui sortira dans la semaine. Sur un autre domaine, Longoria a changé beaucoup de choses depuis son arrivée à la présidence, notamment le centre de formation. À son arrivée, Nasser Larguet était à sa tête avant que Longoria ne décide de placer Marco Otero qu'il considère comme étant plus compétent. Quand il arrive, le constat est clair, le centre de formation manque de qualité. Longoria décide de mettre en place une politique de post-formation qui commence par les arrivées de Nadir et de Ben Seguir, celle de Tongia, de Targaline en provenance de Mohamed VI, et l'arrivée de Bamba Dieng dans le cadre du partenariat avec Diambar, qui a été conclu bien avant qu'il arrive, puisqu'il était initié par Hero et McCourt, et ça ne résistera pas à la prise de pouvoir de Longoria, surtout après le transfert avorté de Mikhail Ngorfay en pleine négociation pour la prolongation de Bamba Dieng. Ça a beaucoup tendu les relations, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes très talentueux au Sénégal, on peut notamment le voir grâce au partenariat entre Metz et Génération Foot. Au-delà de ça, Longoria a fait venir Gabriel Jesus pour 1 million d'euros, c'est assez énorme mais il est finalement parti libre dans l'anonymat le plus total, Niak aussi pour 2 millions et qui n'a toujours pas joué avec l'équipe première, pareil pour Saya Sea et son transfert d'environ 700 000 euros. On peut citer d'autres recrues de post-formation, Soumaïla Traoré, Noum Kamisoko, Mayo Katika, plus récemment il y a eu pas mal de joueurs qui sont arrivés, Kabamba, Jousselin, Negwe, Yuri Morera, Angelago, Lata Ndabrou, Diallo, Dosso et Nozel. Chez les plus jeunes on peut citer Enzo Sternal qui a été recruté à Nancy, Daryl Bakola au Red Star. Pour l'instant les petites réussites se limitent à Emran Soglo, Bilal Nadir et François-Régis Muguet qui ont joué avec les pros. On peut aussi citer Targaline qui a joué quelques minutes avant de partir. Le problème c'est que la réserve joue en N3, c'est pas l'idéal, et à côté de ça la participation à la Youth League qui permet aux jeunes de se montrer reste conditionnée à une participation à la LDC. Pour autant il y a des joueurs de talent au centre, on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée prochainement, c'est déjà une bonne nouvelle mais comme le disait justement Longoria en conférence de presse, il faut pouvoir piocher dedans avec plus de certitude, c'est important pour les listes en Coupe d'Europe avec les restrictions, puisque pour rappel des joueurs comme Emran Soglo prennent une place de joueurs de l'équipe première dans les listes européennes, étant donné qu'ils ne sont pas au club depuis 3 ans. L'enjeu c'est de repérer les meilleurs jeunes de la région puisque beaucoup de talents nous ont échappé sur les dernières années, Longoria semble satisfait de la direction que prend le centre de formation, il a salué le travail d'Otero et de Danielou, les U19 viennent d'ailleurs de nous régaler en sortant le PSG en Gambardella, ça aussi c'est un bon indicateur, pour autant Longoria n'est pas très fan des infrastructures de la formation, notamment l'OM Campus qu'il ne juge pas adapté, ça va être un chantier important pour la direction et on va suivre ça avec attention sur les prochaines années. Après sur le fait de lancer des jeunes, c'est plus facile quand t'es dans une situation confortable, on est souvent dans l'obligation de faire des résultats et dans ces cas-là, les coachs et les dirigeants font confiance aux joueurs confirmés, plutôt que de lancer un jeune dans un contexte compliqué qui pourrait lui brûler les ailes. Bien sûr c'est aussi aux jeunes de se montrer pour avoir le droit de gratter des minutes en pro, mais pour l'instant ce sont les joueurs en post-formation qui sont montés chez les pros, et pas des jeunes qui sont au centre de formation depuis longtemps non plus. On parlait d'instabilité concernant les joueurs et les coachs, mais l'organigramme ne déroge pas à la règle non plus. Longoria avait installé des hommes de confiance, mais plusieurs sont déjà partis. On pense à Ribalta, à Pedro Iriondo qui est parti récemment, Mathieu Bouche-Pilon qui n'est plus le directeur de la performance depuis quelques temps, Cardoz avec qui ça s'est pas très bien terminé alors qu'ils avaient une relation assez fusionnelle avant ça, le médecin du club qui a été débarqué en début de saison aussi. Entre-temps, Longoria a fait venir Mehdi Benassia pour travailler en étroite collaboration avec lui et Malfitano. Stéphane Tessier a pris du galon et semble être de plus en plus incontournable, et Yves-Génie Kochelev est lui devenu le directeur des opérations football en 2022. Ça bouge beaucoup à ce niveau-là puisque Longoria veut s'entourer d'hommes de confiance pour mener son projet à bien, tout en sachant qu'il a aussi parlé d'un contre-pouvoir qui existait en interne. La cellule de recrutement a elle aussi été très modifiée depuis qu'il est là, avec d'abord les départs de Michel Floss qui était un historique, Georges Santos et également Ferrat Kiras qui n'était pas là depuis très longtemps. Il a fait venir Frios, Sekinger, Mathieu Louis-Jean, Santomé ou encore Omar Ciola qui avait une très bonne réputation. Ils sont tous partis récemment pour rejoindre la cellule de recrutement lyonnaise, ça donne lieu à une réorganisation côté olympien, amorcée par l'arrivée d'Ali Zarak il y a quelques temps. Longoria parlait d'un axe de progression majeur en disant qu'il aimerait que l'OM soit plus performant dans son scouting en Argentine et en Uruguay, c'est pas le cas actuellement et forcément on passe à côté de joueurs très intéressants.
Alors maintenant, à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir? Ce qu'on ressent actuellement, c'est que cette saison 2023-2024 est un coup dur dans l'évolution du projet qui était plutôt linéaire jusqu'à présent. Les recrues n'arrivent pas à faire oublier ceux qui sont partis, Marcelino a été une grosse erreur de casting et sans doute l'erreur majeure de ce début de saison. Gattuso, c'est une solution de repli dans l'urgence pour apporter un peu de sérénité. Le climat autour du club et les résultats ne sont pas fabuleux en dehors de la poule de Ligue Europa qui s'est globalement bien passée. Et pour le coup, la campagne européenne contraste bien avec ce qu'on a fait en Ligue 1 et on a un double match à jouer face au Shakhtar qui est très excitant. On peut pas nier l'impact de la réunion de septembre qui a donné lieu à une crise institutionnelle. Actuellement, on est dans une mauvaise dynamique, on sort d'un mois de janvier très compliqué et c'est bien sûr lié aux nombreuses absences à la CAN qui sont imputables au choix de Pablo Longoria, qui a sous-estimé tout ça. Ça nous met en difficulté et l'Europe s'éloigne maintenant de plus en plus. Le chantier le plus important, c'est d'amener de la stabilité, de la continuité, de construire un projet à moyen terme en apportant une plus-value à l'équipe mais sans tout chambouler. Si Gattuso quitte le club, il faudra trouver le bon coach à moyen terme et ne pas faire venir un coach qui a des idées de jeu aux antipodes du précédent. Alors bien sûr, il y aura toujours des erreurs de casting, tous les clubs en font, mais il faut que la direction trouve la meilleure formule pour amener de la qualité et de la continuité à cet effectif. Il faut limiter les paris incertains parce qu'on a besoin de certitude. L'équipe parlait notamment d'un manque de rapport au moment de signer Vitinha, alors qu'apparemment il ne faisait pas l'unanimité en interne. C'est une info qui me surprend beaucoup, sachant qu'il a été très bon à Braga, mais si elle se confirme, ce serait quand même un gros faux pas à mon sens venant d'une direction sportive aussi pointilleuse. L'objectif c'est d'avoir l'équipe la plus performante possible pour vibrer à nouveau, remporter des titres et bien figurer en Coupe d'Europe, mais c'est compliqué quand tu changes tout à chaque fois. Alors oui, Longoria a dû faire face à des situations compliquées avec a priori des changements de coach non souhaités et un climat tendu autour du club avec la fameuse réunion qui a eu des conséquences. Les départs des coachs ont entraîné ceux de certains joueurs qui étaient venus pour leur système de jeu, ça oblige à réorganiser l'effectif mais maintenant on a besoin de continuité et de stabilité. On était sur une bonne dynamique depuis sa nomination, mais la 3ème place de l'an dernier, la non-qualification en LDC et l'incertitude sur la fin de saison font stagner le projet à mon sens. Si on se qualifie pas en LDC, il y aura une baisse d'attractivité, des revenus moins importants et on sait à quel point la direction mise là-dessus. A voir maintenant si on arrivera à pas trop mal terminer cette saison pour entamer la prochaine avec d'autres intentions et on l'espère des résultats bien différents. On est bien d'accord sur le fait qu'un projet ne se fait pas en quelques mois, ça suppose une régularité saison après saison, mais beaucoup de joueurs ne restent que 6 mois ou 1 an. Pas le temps de s'adapter, pas le temps de s'intégrer à l'équipe. Après évidemment on a besoin de résultats et quand on est dans l'urgence on peut pas s'accorder autant de temps que quand on est dans le confort. La direction maintenant de montrer que le projet va dans le bon sens, on est déjà bien mieux qu'avant l'arrivée de Longoria par rapport aux joueurs qu'on peut attirer, par rapport aux résultats, en termes de finances aussi, par rapport aux idées qu'on peut avoir sur le mercato qui sont bien meilleures que la direction précédente, mais maintenant on veut que ça suive sur le terrain et de ce point de vue là on a connu beaucoup de résultats très décevants. On a besoin de voir que le projet s'améliore d'année en année, mais cette saison ne nous rassure pas parce qu'on voit au contraire que l'équipe a régressé comparé à l'an dernier. Il y a des recrues qui n'apportent pas satisfaction c'est sûr, mais je pense qu'on peut faire bien mieux avec cet effectif là. Gattuso aura bientôt un groupe quasiment complet et on l'attend au tournant avec une impatience qui grandit de match en match. À eux de redresser la barre sur cette 2ème partie de saison parce que la dynamique est vraiment très inquiétante et ce sera un gros coup de froid dans le projet Longoria. Il n'est pas responsable de tout, les joueurs doivent être plus exigeants et montrer un haut niveau d'engagement. Gattuso doit trouver la bonne formule, mais pour moi toutes les parties doivent se remettre en question à leur échelle. La direction pour les choix qui n'ont pas été payants, Gattuso pour le contenu qu'il propose, et les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Par rapport à son avenir à Marseille, Longoria affirme dans son entretien pour SoFoot qu'il est toujours aussi engagé dans le projet, alors que plusieurs rumeurs affirmaient qu'il pourrait partir en fin de saison. Ça va dans le sens de ce qu'il disait, comme quoi il était à 20 ou 30% de son projet de l'année dernière. Son avenir était incertain au moment de sa mise en retrait après la réunion, mais il a finalement décidé de rester pour mener à bien sa mission. Il voulait ressentir le soutien de Frank McCourt et le propriétaire lui a témoigné. Il avait d'ailleurs demandé un audit pour se dédouaner de certaines accusations en donnant l'accès à ses relevés de compte et à ses différents téléphones. Maintenant que tout ça c'est derrière lui, on attend qu'il construise une équipe sur la durée avec des joueurs qui ont les épaules pour jouer à Marseille et qui ont la mentalité adaptée, l'exigence et la culture du travail adaptée elle aussi pour faire briller le club. C'est le message qu'il veut passer depuis la saison avec Tudor, c'est pas le cas sur cette saison 2023-2024, et que ce soit Longoria ou Gattuso, les deux ont tenté de créer un électrochoc la semaine dernière au moment de la réunion avec les joueurs pour les mettre face à leurs responsabilités, puisqu'ils ne donnent pas assez et que ça manque de leader. Longoria c'est quelqu'un de compétent sur le domaine sportif, qui connaît très bien son sujet et qui a réalisé de bonnes choses. Parfois on attend quand même plus de sa part dans ce rôle de président, qui est un rôle à part, notamment pour défendre l'institution. Il fait partie de l'ECA et du CA de la LFP, ça nous permet d'être représentés au sein de ces instances. À 38 ans il apprend le métier, ça suppose que des erreurs soient faites, à lui de ne plus les répéter. Parmi les axes de progression notables, on pense aux prolongations tardives de joueurs alors que ça doit être anticipé, la gestion des joueurs en général, même s'il sera toujours obligé de prendre des décisions compliquées comme les départs
départ de Payet ou Mandanda par exemple, ça fait partie du métier, les départs de Guendouzi et Hunder étaient eux planifiés, mais il y a eu d'autres cas comme Bamba Dieng ou Boubacar Kamara, où apparemment Longoria voulait les faire changer d'agent et ça leur a pas plu. La direction a aussi tendance à pousser facilement des joueurs vers la sortie, comme Chancel Bemba cet été par exemple, Jonathan Klaus plus récemment, et on pense aussi à Bakambu à qui il a vendu un projet de 2 ans et demi, et à qui il a mis la pression pour qu'il quitte le club 6 mois plus tard, sans le faire jouer en match officiel, et en allant jusqu'à le mettre arrière gauche ou arrière droit à l'entraînement. Il doit mieux gérer ces situations délicates. En tout cas, comme on peut le voir, tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif non plus, mais cette saison galère doit servir d'exemple pour ne plus être répétée. Sans continuité, les performances en pâtissent, et c'est tout l'enjeu qui attend le tandem Longoria-Benassia. On attendra maintenant que la direction nous rassure sur la suite du projet dès la fin de saison, parce qu'en ce moment, ça stagne. Dernier petit point avec la communication sur les réseaux sociaux, c'est finalement dans la lignée de ce que proposait l'ancienne direction, avec les matchs amicaux, les conférences de presse sur Twitch, les matchs des féminines qu'on peut suivre dessus également. Le petit bémol, c'est que les matchs des U19 et de N3 ne sont pas diffusés, et c'est dommage parce que je suis sûr que ça intéresserait beaucoup de monde, tout en valorisant le centre et la politique de post-formation. À côté de ça, les annonces des recrues sont toujours très belles et beaucoup de clubs nous les envient évidemment. À chaque mercato, il y a sa thématique et je trouve ça vraiment très bien. On va se retrouver dans quelques jours pour une sorte de deuxième partie de cette vidéo où on va s'intéresser tout particulièrement à l'évolution des effectifs depuis l'arrivée de Pablo Longoria pour tenter d'analyser tout ça en globalité. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse qui a été plus longue que d'habitude, je voulais vraiment faire une vidéo plus complète pour faire le point sur le projet Longoria qui s'englobe plus globalement dans le projet McCourt évidemment. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cette longue analyse jusqu'au bout, écrivez Pablo dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'avant-match de Shakhtar OM mercredi matin. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.